Euh, Tu viens de le dire, on a ce soir le plaisir d'accueillir Chantal, dont je ne peux pas dissimuler que nous nous connaissons bien depuis longtemps. Je connais bien son œuvre théâtrale, bien sûr, c'est ça dont il va être question maintenant, mais aussi l'ensemble de ses travaux. Euh, Chantal Thomas, c'est quelqu'un qui réunit des capacités littéraires multiples et qui ne sont pas nécessairement compatibles. Je veux dire par là qu'elle est directrice de recherche au CNRS, elle est certainement l'un des meilleurs connaisseurs du XVIIIe siècle français en particulier, mais pas seulement. C'est donc une chercheuse, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les archives, qui est vraiment une historienne incontestée, à qui un jour la fiction a fait signe. Je pense que c'était d'ailleurs une tentation ancienne dans ton cas. Et la fiction, ou plus généralement ce que je qualifierais de... Oui, la fiction au sens large du terme. C'est-à-dire que Chantal est non seulement la romancière que tu as indiquée, couronnée, entre autres du prix Femina, mais c'est aussi quelqu'un qui excelle dans un genre qui personnellement me touche beaucoup et que j'appellerais le récit, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas au sens propre un essai, c'est pas un texte critique sur tel ou tel sujet, c'est pas non plus tout à fait un roman, c'est un récit, c'est une remembrance, c'est un souvenir, etc. Et à ce sujet, tu as écrit sur une ville où tu as beaucoup séjourné, qui est la ville de Nice, un livre tout à fait magnifique, et tout récemment, à la rentrée dernière, rentrée d'automne, tu nous as offert peut-être un de tes plus beaux textes, qui s'appelle Souvenir de la marée basse, que je pense que pas mal d'entre vous avez lu, et qui non seulement a été un succès, mais qui est vraiment une évocation des bords de mer, effectivement, de l'univers de l'enfance, des souvenirs d'Arcachon, qui était cher, et qui est certainement, à mes yeux en tout cas, et je ne suis pas le seul à penser cela, l'un des plus beaux livres vraiment de la rentrée. Mais nous n'allons pas passer en revue la vingtaine d'ouvrages publiés par Chantal. Je voudrais qu'on commence, je voudrais te poser la question de cette affection déterminante et définitive que tu nourris à l'endroit du XVIIIe siècle. Pour mémoire, Chantal a écrit plusieurs ouvrages sur le marquis de Sade, dont d'ailleurs le Sade de la collection Écrivain de toujours aux éditions du Seuil. Tu as écrit beaucoup sur Casanova, qui d'ailleurs t'inspire en ce moment même pour un scénario, puisque aux travaux qu'on a déjà cités, c'est-à-dire l'essai, l'histoire, la biographie, le récit, le roman, le théâtre s'ajoute depuis quelques années avec une intensité qui nous enchante, le cinématographe. Le 18e donc. Comment ça t'est venu, cette espèce de dilection particulière et tellement intense, tellement multiple pour le siècle des Lumières? Ça m'est venu insidieusement. Euh, Comme tu l'as rappelé, j'ai grandi à Arcachon, qui n'est pas vraiment une ville du XVIIIe siècle, où les châteaux sont de sable. Et, et c'est quand je suis venue à Bordeaux que j'ai la première fois eu l'idée d'une ville construite avec le passé. Et en me promenant sur les quais, le long des façades, j'ai eu le sentiment de quelque chose d'autre, de quelque chose qui relevait d'un principe d'harmonie. Et au même moment, j'ai découvert la musique aussi, et Mozart en particulier, et l'écriture de Sade, qui pour moi est une sorte de, de suprématie d'élégance stylistique. Il faut dire que Bordeaux est une ville. Le cœur de Bordeaux a été construit au XVIIIe siècle. Absolument, c'est vraiment la ville 18e. Donc le 18e siècle, il ne m'est pas venu comme objet d'étude, il m'est venu comme une manière de me promener dans un art de vivre. Et il s'est trouvé que cet art de vivre que j'ai peu à peu étudié et découvert, justement à travers Casanova ou Diderot, et il correspondait exactement à ce que je cherchais. C'est-à-dire quelque chose, et que Roland Barthes m'a aidé à formuler, qui est quelque chose entre la sensation et l'intelligence de la sensation. Et à l'antithèse de la sécheresse ou du pavé.
Tu viens de citer le nom de Roland Barthes. Ça, c'est indispensable. Tu as d'ailleurs consacré un texte à Barthes, professeur, puisque tu as participé à son séminaire dans des années héroïques. Le fait est que on voit une sensibilité commune dans tout ça. Oui, c'est la lumière du Sud-Ouest. Il était né à Bayonne, il faut dire. C'est vrai que c'est pas très loin. C'était donc, il était basque, hein, de ce fait. Et Barthès. Barthès, oui. Barthès, Oui. ouais. Oui, qui n'est pas seulement un animateur de télé, hein, Barthès. Non. Oui. Non plus qu'un joueur de tennis, d'ailleurs, pour ceux qui... eh bien, écoute, on va... Le livre dont je parlais tout à l'heure et dans lequel la ville principale n'est pas Bordeaux, mais Nice, c'est Café de la mémoire. Et effectivement, c'est un livre autour de la personne de ton père, d'ailleurs, mais aussi de la réalité de la place Masséna et des bistrots qui flanquent cette place. Et Café de la mémoire, c'est un texte vraiment magnifique. C'est une reprise en compte du passé, finalement. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de tes travaux. Tu es très à l'aise dans le passé, ça ne t'empêche pas d'écrire des choses d'aujourd'hui. Pour en finir avec Souvenirs de la marée basse, ce sont effectivement des souvenirs de l'époque de l'enfance, sur le bassin d'Arcachon ou au bord de l'Atlantique, mais c'est aussi un texte d'aujourd'hui que tu n'aurais pas pu écrire plus jeune. C'est un texte d'une maturité. Alors, on va venir au théâtre. Le premier texte strictement théâtral que tu nous as donné, c'est La lectrice adjointe, qui est paru au Mercure de France il y a pas loin de 20 ans maintenant, et qui est un texte qui t'a été demandé, d'abord pour France Culture, sauf erreur de ma part, et qui a été lu à plusieurs reprises, et j'aimerais que tu nous racontes ça d'ailleurs, par et à la Comédie Française. Dis-nous ça, parce que j'en sais pas plus que cela sur l'utilisation qui a été faite de ce texte de commande, donc. Oui, c'était un texte de commande de France Culture, et ensuite le texte a été lu, entrejoué et lu 3 ou 4 fois. À la Comédie Française. À la Comédie Française. Qui étaient les interprètes? Alors, la Marie-Antoinette, c'était Françoise Gillard. Oui, merveille. Et l'impératrice, c'était Catherine Samy. Elle se met une terreur. C'est Catherine Samy. Mais je l'ai relu aussi pour ce texte et maintenant je supprimerai. Ça s'ouvre sur une attente, la lectrice attend et je trouve qu'elle attend trop. Mais bon, je l'ai fait, j'y peux rien. Hein. Je sais pas si elle attend et pendant qu'elle attend, elle dialogue avec les livres. Et c'était très inspiré par Swift, mais je trouve qu'il n'y a pas l'esprit de Swift. Mais après, quand Marie-Antoinette arrive, là, je trouve que c'est mieux, quoi. Là, je l'ai vraiment senti, la reine, et j'ai senti aussi le rapport à l'impératrice. Mais le dialogue avec les livres, je ne sais pas quel effet il t'a fait, mais il est un peu... Eh bien, écoutez, vous allez en juger tout de suite. La lectrice adjointe, c'est donc la lectrice adjointe de la reine Marie-Antoinette, donc épouse de Louis XVI, autrichienne, et d'ailleurs la mère, la terrifiante Marie-Thérèse, mère de Marie-Antoinette, est également présente. Oui, elle est là tout le temps. Oui, d'une certaine manière, c'est elle qui dicte. Voilà. Et le texte se la présente de la manière suivante. Je vais vous lire les 3-4 premières lignes. Au Petit Trianon, qui est donc le lieu, un lieu qui est spécialement dédié à Marie-Antoinette, à la reine de France. En fin de journée, de 18h à 19h, heure généralement creuse dans l'emploi du temps de la reine. La reine est une très jeune femme, la lectrice adjointe, la cinquantaine. Et j'aimerais que tu nous lises ça, si tu veux bien, c'est-à-dire les premiers propos tenus par la dite lectrice adjointe au moment où elle entre en scène. Merci. Laisse, c'est pas grave, on s'en fout, oui. Tu sais, c'est le carton hommage de l'auteur absent de Paris. On peut s'en passer. D'autant qu'il est présent, sauf erreur, l'auteur. La lectrice adjointe. J'aime attendre. J'ai en horreur le remplissage des choses à faire. J'aime l'attendre. L'attendre est mon lot, l'attendre est mon luxe. Le luxe, le vrai luxe, est difficile à évaluer d'extérieur. J'avais une tante très âgée qui vivait dans une demeure isolée à la campagne.
Elle ne sortait jamais de chez elle, sauf en automne, quand les feuilles mortes s'accumulent en épais tapis sur la terre. Alors, elle revêtait un long manteau et un tout petit chapeau, prenait sa canne et sortait. Elle trottinait jusqu'à épuisement dans les feuilles, et lorsqu'on l'interrogeait ou qu'on cherchait à la modérer, elle rétorquait « Taisez-vous, c'est mon luxe ». Versailles est un grand luxe. C'est peut-être, au monde, le comble du luxe. Mais il en est d'autres. Seulement ils sont invisibles, secrets. Personne ne nous les envie. Les posséder ne rehausse pas notre position. La reine ne manque pas de lecteurs. Mais il n'y a que moi qu'elle fasse réellement attendre. Car à moi seule revient la tâche de lire pour elle. Les autres lecteurs, comme Madame la marquise de Neuilly ou Monsieur l'abbé de Vermont, n'ont que des titres honorifiques. Cela compte, je le sais bien, mais n'empêche que le reste existe. On pourrait même se demander, enfin, bon, lorsqu'on attend, il ne faut rien faire d'autre. Particulièrement lorsque je l'attends, elle. Tiens, il pleut. Comme on est bien ici, le château de Versailles est une île au centre de l'univers et le petit Trianon un refuge dans un refuge. Nul besoin que l'on allume. Je m'éclaire aux livres, à la tranche dorée des livres, aux lettres gravées de leurs auteurs et de leurs titres, cette rousseur du cuir. Les lettres brillent comme brillent les yeux des chats, d'une lueur continue. J'ai appris l'alphabet dans un livre de prières. Est-ce pourquoi j'ai pour la lecture une telle ferveur ? Sans doute, mais pas seulement. J'ai précieusement conservé le premier livre que j'ai reçu, enfant. J'aimais le lire, loin des yeux des parents et des précepteurs. Je le gardais caché dans ma poche. Je me chuchotais ce qu'il allait me dire, les premières phrases, puis je l'ouvrais. Tout commençait exactement pareil, mot à mot. Je poursuivais, je retrouvais ce que je savais, tout en trouvant la force de progresser dans l'inconnu. J'en avais les larmes aux yeux de bonheur, et je me souviens que je me disais, à lire et relire ces passages à la fois neufs et familiers, sauvée, je suis sauvée. Les livres dans cette pièce sont des personnages, ce ne sont pas une entité abstraite. Ce n'est pas une entité abstraite. À la limite, ils lui parlent eux-mêmes. Oui, ils sont vraiment là. Et la liste des livres qui apparaissent là, c'est vraiment la liste des livres de la bibliothèque de Marie-Antoinette à Trianon, au Petit Trianon. Ça, j'ai trouvé ça vraiment émouvant d'avoir ce catalogue. Elle les récite. Je ne sais pas si c'est très spectaculaire, mais elle dit les noms des livres de la reine. Il y a une chose c'est très un peu drôle. Fétichiste. Hein, Non, mais d'abord, on n'a rien contre le fétichisme. Aucun d'entre nous, n'est-ce pas, messieurs ? Bon, donc, c'est une chronique de la cour, presque côté coulisses en réalité, parce que c'est quelqu'un qui est peu en évidence. J'ai d'ailleurs, en relisant ton texte, je vois que tu lui attribues un âge assez avancé pour l'époque, puisqu'elle a une 50aine d'années. Et moi, je la voyais plus jeune que ça. Oui. Oui, je pense que ce que tu lui donnes ce que tu lui fais dire est plus juvénile. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et il y a une chose absolument étonnante aussi, c'est qu'à un moment, elle se souvient de moments de son existence agréables, dans la fréquentation des livres, dans cette attente que tu trouves exagérée. Moi, ça ne m'a pas du tout gêné. Qu'elle explique qu'elle est là pour attendre. Son métier, c'est d'attendre. C'est comme les acteurs au cinéma. La première activité, ça consiste à attendre. Bon. Malheureusement, ça occupe beaucoup de temps. Donc, elle attend, elle est au contact physique des ouvrages et la reine va probablement, souhaitablement, apparaître. Et voilà qu'elle évoque tout d'un coup Jean-Jacques Rousseau. Et tu as intégré dans un souvenir heureux d'un matin ou d'un soir, puisqu'elle veut voir le soleil se coucher, tu as intégré un passage, je pense, des rêveries du promeneur solitaire. J'imagine que c'est de ça qu'il s'agit. Donc Rousseau est également présent là-dedans. Rousseau, personnage scandaleux à l'époque, est reçu comme tel à la cour. Enfin, il me semble. Oui. Mais c'est vrai, cette attente, c'est l'attente de tout le monde à la cour. C'est vrai, oui. Les gens faisaient qu'attendre. Ouais. C'est extraordinaire à penser. Un château entier où il y avait quand même 3000 personnes à Versailles. 3000 personnes qui attendent. C'est un poids quand même, non ? C'est des vibrations particulières. Oui. Il y a une chose très drôle que tu racontes, c'est que effectivement c'est de ça qu'il s'agit. Et alors, à l'époque où le roi Louis XIV donc, fait édifier Versailles,
il exige que le sol soit recouvert de marbre. Ouais, en un premier temps. Oui. Dans un premier temps. Alors le problème, c'est que c'est très glissant, le marbre. Bon, et tous ces gens qui attendent se cassent la figure. Oui. Et ils font très mal, parce qu'effectivement, quand on chute sur du marbre, c'est très douloureux. Donc le roi, dans sa grande bienveillance, finit par faire recouvrir le marbre d'un véritable plancher de bois. Oui, ce qu'on a maintenant. Voilà, Mais ça. c'est extraordinaire à penser, Oui. tous ces gens qui se précipitent aussi, parce qu'ils se précipitaient vite. Oui. Après ces heures d'attente et qui des chutes absolument effroyables. Mais les chiens aussi, parce qu'il y avait énormément de chiens. Et en fait, on a une fausse idée de Versailles. Oui, bien sûr. Parce que bon, c'est tragique et hilarant. Moi, j'arrête pas de penser à Versailles, vraiment. Et alors tu expliques que le remplacement du marbre par le plancher est moins désastreux pour les chevilles ou pour les genoux. On se fait moins mal sur du plancher. On se fait moins mal. Oui, on se fait mal quand même. Mais on se faisait aussi énormément mal la nuit. Parce qu'évidemment, il n'y avait aucun éclairage. Et en fait, les gens ne trouvaient pas les toilettes, ne savaient pas. De toute façon, il n'y en avait pas. Il y en Pratiquement avait pas. Mais il y en a qui cherchaient quand même, je suis sûre. Des gens qui avaient une sorte de prescience qu'un jour, il y aurait les toilettes. Non, mais tu as totalement raison d'évoquer ça. D'ailleurs, tu as été accompagné, peut-être précédé par un type merveilleux qui a écrit admirablement sur cette époque, qui est Philippe Baussan, Oui, que tu beaucoup. cites, Oui. qui était à la fois un extraordinaire connaisseur de la musique baroque en général, et par ailleurs un lettré admirable, un historien, et aussi à ses heures un romancier d'ailleurs, comme toi. Vous avez des points communs avec Baussan. Oui, je l'aimais beaucoup. C'est un type merveilleux. Enfin, la reine va quand même finir par se produire, et voici ce qui se passe. Cela va beaucoup mieux si la lecture se déroule comme aujourd'hui, dans un lieu prévu pour cet usage. Ce n'est pas que la reine devienne attentive, que prise par l'histoire, impatiente d'en savoir davantage, de deviner la fin, elle me pose tout à coup une question. Non. Mais elle ne manifeste aucune contrariété. C'est déjà quelque chose. Elle ne manifeste rien. Elle doit s'ennuyer, vaguement. Mais l'ennui n'est pas une souffrance, c'est une habitude à prendre, et c'est le moindre qui soit exigé de la part d'une reine qui, comme elle, a grandi et vit dans un conte de fées. Pensez, essayez de vous représenter. Elle est entourée d'une foule de courtisans qui n'ont pas d'autre souci que de lui plaire. On ne la quitte que courbée, à reculons, pour rester le plus longtemps possible dans le miracle de sa présence. Et ces coups de canon, ces illuminations, ces feux d'artifice, ces clameurs, ce concert de louanges, de déclarations d'amour, ce bruit insensé qui accompagne le moindre de ses pas. Au début, j'étais si impressionné de me trouver à côté d'elle que j'en avais le souffle oppressé. Je me disais, c'est horrible, elle va s'en apercevoir. Je ponctue n'importe comment, je coupe des mots au milieu, je dois m'arrêter à l'improviste pour reprendre souffle. Et j'avais cette crainte encore plus épouvantable. L'émotion me rend les mains moites. Même à travers les gants, quelque chose de cette humidité va transpercer, faire gondoler le papier, mouiller les armoiries, que sais-je. Je mettais l'une sur l'autre 2 paires de gants, mais alors je n'avais plus les doigts assez souples pour tourner les pages. Je ne bougeais plus, je ne respirais plus. Je sentais les picotements de la sueur au bout des doigts, et une voix gémissait en moi. « Tu es en train de détruire la bibliothèque de la reine, ta sueur la ronge !» Je ne comprenais rien à ce que je lisais. D'ailleurs, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Lire à haute voix, n'est-ce pas, dépossède de soi. Ainsi, nous avons passé des heures côte à côte, moi qui lançais dans la fièvre des mots que je ne comprenais pas, et elle qui, dans l'ennui, ne les écoutait pas. C'est un double. Couple parfait. Non, c'est terrible. Et tout ça est écrit à ta manière, c'est-à-dire avec un style parfait, vous en avez jugé, avec une extrême élégance, et c'est d'une cruauté infinie. Non ? Moi, je ne le sens pas. Mais si, c'est terrible. Et il faut qu'on parle de la reine, alors, de ce qu'elle dit, elle, et de la manière dont elle s'exprime. Alors, tu as fait apparaître les livres dont la reine ne veut pas. Parce que si tu as trouvé sa bibliothèque, par défaut, tu as aussi trouvé ce qu'elle n'a pas retenu. Et j'aimerais que tu nous lises ça parce que c'est les goûts littéraires, si on peut parler de la sorte,
de la reine, dont il faut rappeler qu'elle a appris le français, qu'elle le parle, pas bien. Ah si, très bien. Mais elle fait des impropriétés quand même, quelques cuirs que tu as relevés d'ailleurs à l'occasion. Pardon, merci. J'ai osé? Bah oui, oui. Oui. Et c'est toujours entre crochets, c'est ce qu'elle ne veut pas lire. Ce qui est trop, oui, ça m'émeut le rapport de la reine à la lecture. C'est vrai. Là, c'est le sujet de la pièce, sauf erreur. Oui, et après, elle a vraiment commencé à lire quand elle a été emprisonnée. Oui. Ça c'est l'arrière-fond. Alors donc c'est la reine qui vient d'évoquer le coup de foudre qu'elle a eu pour Madame de Polignac. Je n'attends de mon ami que du bonheur. Mon ami, mon cœur, mon âme, je mettrai tout en œuvre pour l'avoir toujours près de moi. Comme vous tenez vos livres sans cesse serrés tout près de vous. Mais je suis venue pour lire, n'est-ce pas? Mais lire quoi? Je ne veux pas d'oraison funèbre ni de prêche. Je ne veux pas de fables, ni de récits historiques, ni d'extraits de correspondance. On m'a appris que la philosophie dans sa totalité était mal pensante. Je n'entends rien à la poésie, les romans nous mentent. Je n'aime ni les récits de voyage, ni les traités, ni les éloges, ni les dialogues. Je n'aime pas les livres qui dissertent, ni ceux qui me font la leçon. Et encore plus quand ils ne me la font pas franchement. Les gazettes se répètent, les journaux de mode n'ont pas assez d'images. Je hais les sommes, les mémoires appartiennent au passé. Les livres sont des condensés de douleur, des briques d'asphyxie, des maléfices d'atrophie. Ils vous soufflent au visage leur putréfaction. Je déteste les livres, leur odeur, les toucher. Ils sont le contraire des tissus, des velours, de la soie, du taffetas, de l'émotion du satin sur la peau. Ma douce, ma proie, ma colombe, toutes les robes que j'inventerai pour toi. Là, elle est possédée. C'est un moment, elle est possédée. Donc, la lectrice n'a pas de chance tout de suite. Mais elle a une passion pour Madame de Polignac. Ah oui. Une passion amoureuse, on peut l'imaginer ou l'inférer. Et elle dit qu'elle vit l'absence. Elle n'est pas constamment avec la Polignac. Et elle parle de manque tout le temps. C'est une espèce de creux existentiel, enfin de trou, de manque. Et tu en as fait aussi une personne charnelle, puisqu'à un moment, elle explique qu'elle est arrivée à rendre son mari fidèle, et que c'est une nouveauté. Marie-Antoinette fidèle, oui. C'est une nouveauté, oui, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que ça ne se faisait pas du tout dans la tradition dynastique des Bourbons. D'ailleurs, il y a cette phrase terrible de Léon Bloy où dit Louis XVI n'eut pas de maîtresse, c'est tout ce qu'on peut en dire. C'est horrible. Et c'est terrible que ce couple qui finalement a été guillotiné au nom d'une certaine vertu révolutionnaire a été en réalité les seuls vertueux d'une vertu bourgeoise qui avait aucun sens pour les précédents. Tu ajoutes à ce texte de théâtre un certain nombre de réflexions sur Marie-Antoinette et le théâtre, et tu nous apprends qu'elle était très familière de la chose théâtrale, ne serait-ce que parce qu'elle avait vécu à Vienne quand elle était enfant, et qu'elle avait de ce fait été très associée à la magnifique vie du théâtre, de l'opéra aussi d'ailleurs, dans la capitale de l'Autriche de l'époque. Donc c'est quelque chose avec quoi elle a vécu finalement le théâtre. C'est pas du tout toi qui l'invente, ce lien avec pas du tout, scène. Pas du tout. C'est on se représente pas tellement ça aussi. L'impératrice Marie-Thérèse, elle était vraiment une extraordinaire danseuse et elle jouait. Et le théâtre faisait partie de la vie. Par exemple, elle annonce la naissance d'un de ses fils, puisqu'elle a eu 16 enfants, je crois. Au théâtre, elle se met au balcon et elle annonce un enfant. On se représente absolument pas. Et les enfants qui étaient si nombreux, ils avaient une maison, c'était la maison des enfants, et ils dessinaient, il y a encore leurs dessins, et ils jouaient la comédie ensemble. Et ça, c'est quelque chose de toute une époque. Tout à l'heure, tu parlais de mon goût du 18e. C'est aussi le goût du théâtre. Le théâtre faisait partie du quotidien dans les
dans les milieux aristocratiques. Mmh. Et les séjours à la campagne, c'était des séjours où on se jouait la comédie. Elle a joué d'ailleurs, tu le rappelles, le Babet de Séville à Vienne. Elle jouait Rosine, tu dis ça Au Petit Trianon. Oui, pardon. au Petit Trianon, oui, pardon. Oui. Et elle aimait se produire, semble-t-il. Oui, alors au Petit Trianon, vous l'avez sans doute vu, il y a son théâtre toujours, qui est quand même une chose extraordinaire, parce que comme il est nul de l'extérieur, il n'a pas du tout été abîmé, et l'intérieur, c'est on peut dire en papier mâché. Oui. C'est bleu en papier mâché, c'est d'une beauté incroyable. Inimaginable. Et ils ont encore à Versailles les décors de ce théâtre qui sont en train de restaurer. Et donc, elle jouait là, personne n'arrive à savoir si elle était bonne ou pas, mais bon, peut-être pas extraordinaire. On ne sait pas. Je suis dans un accès de vérité ce soir. et elle jouait, évidemment, ça ne pouvait pas être pour beaucoup de personnes, donc c'était à la fois les très proches et des domestiques. Et ça, c'est vraiment, c'est-à-dire ceux qui représentaient tout et ceux qui représentaient rien. Et donc se battre pour bon marché, c'est du délire aussi, puisque... Oui. C'est un paradoxe magnifique. Et on lui a demandé s'il voulait un peu diriger les acteurs. Alors il est venu une fois, je crois, et il a dit oui, c'est très bien. Mais bon marché, sur bon marché, il y aurait... Enfin, parce qu'il est aussi la personne que Louis XVI emploie pour rechercher les pamphlets contre Marie-Antoinette. Et il avait déjà été utilisé par Louis XV pour rechercher les pamphlets contre la Dubarry. Et il se retrouve à Vienne avec des pamphlets contre la reine, très injurieux. Et évidemment, il veut faire cracher Marie-Thérèse, et il va la voir avec ses pamphlets, et elle le fout en prison. Non seulement il n'obtient pas un centime, mais elle le met en prison. Oui. Enfin, il faut dire, Beaumarchais est vraiment un personnage, c'est plus qu'un personnage de roman. Tout est romanesque chez lui, tout. C'est un génie. Bien sûr. Toujours 18e siècle. Alors, on ne le sait pas nécessairement, mais tu es quelqu'un qui apprécie énormément la cuisine, les mets, les plats, les machins. Bon. Tu as publié un livre avec Alain Passard. Bon. Oui. Alain Passard, qui est l'homme qui a, en quelque sorte, comment dirais-je, réévalué la fonction légumière dans la haute cuisine. Et puis tu as écrit un petit texte absolument charmant dont s'est emparé à l'époque ton ami Adolfo Arias, et qui s'appelle L'île flottante. L'île flottante, c'est l'entremets. Ce n'est pas une figuration abstraite d'une île imaginaire, on pourrait l'imaginer, puisqu'après tout, nous avons affaire à une romancière. Pas du tout. C'est une réflexion sur un certain nombre de plats, de mets de l'enfance, qui t'ont marqué. Et tu commences par quelque chose de tout à fait exquis, qui est une immense déception. Immense déception. Chantal, un jour, en tout cas tu l'écris, je ne sais pas si ça s'est passé, mais c'est ce que tu racontes. Si, je l'ai vécu. Voilà. Tu entres dans un restaurant et tu vois que comme plat du jour, il y a proposé du blanc de poulet au blanc de poireau. Une sorte de monochromie. Comme ça. Bon. Et voilà notre Chantal qui commence à saliver et qui s'apprête donc à commander le jeu. Horreur! Il n'y en a plus en cuisine. Non. Voilà. Il va falloir se rabattre sur quelque chose qui est effectivement moins excitant, la salade de mesclun au thon fumé. Ça peut être très bien, mais enfin bon. Et ben voilà. Et donc de ça, tu as fait de ce moment qui est quand même pas décisif dans une existence. Tu en parles facilement, je trouve. Oui, j'en parle à mon aise, c'est vrai. Je n'ai jamais effectivement vécu une telle humiliation, une telle horreur. Ça viendra sûrement. Et tu en fais le début d'une sorte je sais pas, de promenade au fond, parce que ce n'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est une promenade dans tes souvenirs et dans un certain nombre de plats qui t'ont marqué. Et qu'est-ce qu'il en a fait, Arias, de ça? Raconte-nous. Il était extraordinaire. Bon, parce que je suis choquée de ne pas avoir mes deux blancs, parce que le blanc était une espèce de couleur fétiche entre mon ami d'enfance et moi. Et on était séparés qu'à l'heure des repas, et quand apparaissait une nourriture blanche, on pensait très fort à l'autre. C'était une forme d'hostie. C'était une communion mystique.
Et on avait un jeu qui était c'était nourrir un tyran insatiable. Et le tyran, c'était un abat-jour. On a démonté l'abat-jour, on le mettait sur la table. Et le tyran n'arrêtait pas de nous souffler des plats impossibles à fournir et à un rythme terrible. Alors on les écrivait sur des petits bouts de papier blancs qu'on glissait sous l'abat-jour. Voilà, c'était notre jeu. Et qu'est-ce que faisait Adolfo Arias de tout ça? Alors après, quand Alfredo pardon. a lu ça, il a été enthousiaste parce qu'il a vu la portée théâtrale de la chose. Et il a dit, moi je vais jouer l'abat-jour. Et donc il était revêtu d'un abat-jour, il était magnifique, franchement, il était avec son abat-jour, et il n'arrêtait pas de proférer les plats demandés. Et c'était Ninon Bretéché qui faisait les deux petites filles. Et elle s'efforçait, elle disait, arrête, abat-jour, tu nous fais souffrir. C'est trop, ça, non, on n'a pas la blanquette de myrtille, Maury, non, on n'a pas. Et donc, la pièce, dont vous voyez l'intérêt dramatique assez fort, avançait comme ça, et il y avait une soupe blanche de maïs qui avait été concoctée par Passard, qui a un vrai rapport à l'enfance. Et donc, quand c'était terminé, il y avait autant de spectateurs que de personnes pouvant s'asseoir à la table derrière, et on mangeait enfin la soupe blanche. C'est une sorte de contrat d'enfance. Oui. C'est pour ça que tu dis tout le bien que tu as pensé enfant de légumes qu'en général les gosses détestent, style chou-fleur et salsifis par exemple. Et leur avantage à l'un et l'autre, c'est qu'effectivement, ils revêtent la couleur blanche. Ah, ils sont blancs. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais. Enfin, il y a aussi la pastille Vichy, qui est incontestablement blanche, et dans le même genre, la vache qui rit. Mais la pastille Vichy, je la recrache. Ouais. Oui, mais elle est blanche. Et puis il y a la vache qui rit, etc. Enfin bref, c'est un texte qui avait, à ma connaissance, en tout cas, pas de... Il n'a pas eu beaucoup d'écho. Non, c'est pas ça. Pas de vertu théâtrale a priori, mais effectivement, avec Arias, tout peut se produire. Et on va rester avec lui. Il était irrésistible. Oui, vraiment, oui. Mais oui, justement, on va rester avec Arias pour Le Palais de la Reine. Le Palais de la Reine, d'abord, cette pièce, c'est un jeu de mots. Parce que le Palais de la Reine, c'est pas le petit Trianon, le château de Versailles. C'est le palais, la voûte palatale de la Reine. Donc, déjà, nuance. Alors, raconte-nous les conditions dans lesquelles cette pièce, car ça, c'est tout à fait une pièce, a été écrite, créée d'ailleurs en Argentine par Arias, au Teatro San Martín de Buenos Aires, et ensuite reprise ici à Paris, au Théâtre du Rond-Point, si je me souviens bien. Et après, c'est retourné en Argentine, avec Alfredo Arias et Marino Marini. Bien sûr. Et là-bas, ils ont vraiment fait un tabac. Oui. Alors, raconte-nous comment t'es... D'abord, c'est René de Secati qui m'a proposé d'écrire quelque chose pour Arias. Ça s'est passé comme ça. Et j'ai écrit d'abord une scène, et puis je l'ai développée. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pour lui et pour Marini. Et quand je l'ai relu aussi, je les entendais. Donc l'histoire, elle est... Là, il fait plus abat-jour, il fait un fils débile, mais il est très fort aussi. Et c'est un fils totalement écrasé par sa mère. Marilou Marini joue la mère, mais elle va jouer aussi la malheureuse Raymonde, qui, n'en pouvant plus d'être seule et sans mari, va jeter son dévolu sur cette créature qui est moins que rien. Il est franchement... C'est malheureux, oui, c'est terrible, il est terrible. Et il raffinait indéfiniment dans la débilité, il est incroyable. Et elle se trouve, elle, prise entre ce couple atroce qui est la mère et puis ce fils. Et toute la perfidie de la situation, c'est que un jour, au moment de fêter les rois, elle avale au lieu d'une fève, il y a un minuscule cactus qui vient se ficher dans sa gorge. Et elle dit, c'est pas catholique. et voilà. Ouais. C'est un texte extrêmement troublant, qui ne ressemble en rien à tes autres travaux. Oh. Non,
ça débute de la manière suivante. Raymonde, qui est une jeune femme qui tient un bar, qui est étudiante. Tu nous donneras tout à l'heure le titre des sujets de thèse, à quoi elle pense, parce que c'est assez gratiné aussi. Elle a fait sa thèse sur la femme chez Gide. Oui. Elle s'interroge beaucoup d'ailleurs sur la femme de Gide, au-delà même du sujet. Non, c'est la mère qui ne comprend pas. La mère, le fils lui dit, mais écoute, maman, elle fait sa thèse sur la femme chez Gide, dans le genre, elle en a quand même dans la tête. Alors la mère, elle dit, la femme de Gide. Elle dit, mais non, pas la femme. Mais non, c'est pas la femme de Gide. Et la mère, elle dit, mais bravo, quelle moralité. Et voici Raymonde, c'est l'ouverture de la pièce. Maintenant que tout est fini, maintenant que je ne peux plus rien changer, je pourrais m'offrir le luxe de voir les choses avec calme. Parce que d'où je suis, il est impossible d'intervenir, de changer quoi que ce soit à ce qui a eu lieu, à ce qui est en train de se passer. Il est impossible pour moi de provoquer encore de grandes émotions, des émotions durables et même l'ombre d'une émotion. Je me demande d'ailleurs s'il m'est déjà arrivé de provoquer une émotion. La haine, si, énormément. C'est fou à quel point mon entourage, mes proches, comme on dit, étaient sensibles à ma présence. Je peux l'affirmer en toute modestie, je ne leur étais jamais indifférente. J'ai toujours été pour eux un objet d'exaspération et d'horreur. Mais c'est aujourd'hui seulement que j'ose me l'avouer. J'ai trouvé dans mon obstination, dans mon énergie, dans mon enthousiasme à souffrir, le socle le plus sûr de mon existence. Un socle ou une dalle? En tout cas, ce n'est pas assez pour me protéger d'eux. Je les vois, je les entends, je les découvre, je n'ai pas le choix. Là où je suis, il ne me reste que ça, assembler, réunir des fragments qui, recollés, finissent par constituer ce que, faute de mieux, je suis obligé d'appeler ma vie. Vous voyez que nous sommes dans un registre de gravité. Et voici qu'arrive donc ce malheureux, ce déclassé, il est un peu taré, Patrick, il faut bien le dire, mais néanmoins, il va se passer quelque chose entre eux. Il ne le croit qu'à moitié, mais ça se passe, et puis elle se résout effectivement à cette union, on peut le dire presque contre nature. J'aimerais d'ailleurs que, au-delà même du sujet de thèse que tu as évoqué, tu en évoques quelques autres, plutôt tu nous rappelles quelques autres sujets de thèse, à quoi peuvent penser ces malheureux. Non, parce qu'elle a fait sa thèse sur la femme chez Gide, et puis elle Oui. a un collègue qui fait sa thèse sur le point-virgule dans la paranoïa. Oui, mais il a hésité. Il a changé. Parce que c'est un sujet tellement bon, c'est un sujet tellement excellent, Ouais. il a peur que son professeur de thèse lui pique. Ouais. Et mais donc, il a changé au dernier moment. Il annonce à son professeur de thèse la parenthèse chez le jaloux. La parenthèse dans l'imaginaire du jaloux. Voilà. C'est un bon sujet, hein, on devrait y penser davantage. Plus souvent, en tout cas. Oui, je vais te demander encore. Mais c'est vrai, j'ai eu du plaisir à écrire ça. Ouais. Parce que des sujets de thèse, j'en connais. J'aurais pu faire un volume sur les sujets de thèse. C'est extraordinaire, vraiment. Oui. Et quand j'ai dit ça en riant à quelqu'un, le point-virgule dans la paranoïa, on m'a dit « Ah, mais c'est vachement bien. Ouais. » C'est vrai, c'est un univers fantastique. Donc, ça a un lien profond pour moi, parce que j'ai beaucoup vécu là-dedans aussi. Oui, j'ai fréquenté beaucoup de milieux. Je voudrais que tu nous lises cette conversation entre Patrick et sa mère, où il est effectivement question de la femme chez André Gide. En même temps, pourquoi pas, à vrai dire, il y a des femmes dans les romans de Gide, que je sache, et dans son journal, et partout. Hein. Oui, il y avait la femme de Gide, de toute façon. Oui, Catherine, et puis sa fille, et puis sa mère aussi. Enfin bref. Et puis la petite dame, enfin, il y a beaucoup à dire. C'est un vrai sujet. Mais oui. Vas-y. Non, j'ai déjà donné. Alors, la mère, elles sont à la plage, à la Grande Motte. La mère, j'ai retrouvé une photo. Elle parle à Patrick. J'ai retrouvé une photo. Je suis assise sur une chaise longue, sur une plage. Toi, tu joues à mes pieds. J'ai des lunettes de soleil Hollywood et un grand chapeau de paille, une jupe à pois. La mère est sur la photo exactement comme aujourd'hui, habillée pareil. Tu examines le fond de ton seau en riant aux éclats. C'est sans doute papa qui a pris la photo. Patrick, ça ne le rend pas plus présent. La mère, ni plus attirant. C'est une chose que je me suis résolue à faire pour toi, pour que tu existes. Et ce n'était pas rien, crois-moi. Mais j'ai dû en passer par là.
un sacrifice pénible et répété. Parfois, je me demande si tu es bien conscient de ce que j'ai subi pour toi, si tu m'en es un tout petit peu reconnaissant. Il fait quand même frais ici, il souffle un de ses vents. Je comprends mieux pourquoi elle a insisté pour la grande motte, parce que c'est une plage trop froide pour être impudique, aucune femme les seins nus, et quasiment pas de maillots de pièces. Non, rien que des maillots entiers dans lesquels elles essaient de se cacher avec leur cellulite et leur bourrelet et leurs seins tombants, que ça fait pitié. Tous ces maillots une pièce, certains même avec une jupette incorporée. Elle se contemple avec une totale satisfaction. Dommage, quand on est bien faite, c'est ravissant, le bikini. Évidemment, ça suppose un corps présentable, et d'abord qu'on en prenne soin. Vraiment, les vacances me font un bien fou. Je suis une autre femme. Il faut dire, un bikini, si tu n'as pas une taille de guêpe, le ventre plat, une silhouette de jeune fille. Elle est têtue quand même quand elle s'y met, la Raymonde. Tu as vu, dans ses bagages, elle a encore transporté les tonnes de papier de sa fameuse thèse, Madame Gide. Patrick, la femme chez André Gide, maman. La mère. Ce n'est pas Madame Gide? Eh bien, bravo. Du beau monde. Tu ne comprends pas. Moi, je ne suis pas un être mental. Elle est trop intelligente pour moi, ton épouse. Entre nous, je me demande comment elle est foutue, la femme de Gide. Tu crois qu'elle est jolie? Personnellement, j'ai des doutes. Et là, elle est reprise d'un... Là, Marie-Lou était incroyable. Elle est reprise d'un défaut de prononciation parce qu'à cause du... Elle a une petite cicatrice qui est liée au cactus. Donc, par moment, sa prononciation... Et là, Marie-Lou était monstrueuse, réellement. Je veux bien croire. Oui. On est loin du 18e, là, où on est dans ce goût aussi de la perversion qui caractérise le 18e. Oui. C'est vraiment passionnant. C'est le masochisme. Oui. Alors la pièce est divisée non pas en actes, mais je crois pouvoir dire qu'on peut parler de moments, plutôt, qui sont au nombre de 5 ou 6. Et il en est un 5e, donc, de ces moments qui s'appelle Hôtel des Absents, et qui voit apparaître Raymonde, toujours, et qui va tenir une sorte de monologue absolument hallucinant. Je vais vous dire le début. 3 secondes et j'accours, 1 minute et je suis à vous. Je pose les profiteroles et je vous embrasse. Oui, monsieur le professeur, je suis d'accord, tout à fait d'accord, je vous suis très reconnaissant de m'avoir exprimé et argumenté vos critiques. À la poubelle? À jeter à la poubelle toutes les pages que je vous ai déposées à l'université dans votre casier? Toute ma thèse? Rien à sauver? D'accord, je comprends. Tout est également indigent, tout est nul, bien. Ah, sauf le titre, il est impeccable. C'est la bonne nouvelle du jour. Je vais fêter ça, merci, un grand merci, et ma sincère gratitude pour le temps que vous avez daigné m'accorder à moi, nanti d'un corpus nain, parce que je le reconnais, 3 minces volumes, ce n'est pas énorme. Et qui puis-je? André Gide n'est pas un écrivain prolixe, ni le plus grand des écrivains féministes. D'accord, vos critiques si constructives me vont droit au cœur. J'en pleurerai de reconnaissance, monsieur le professeur Douchard. Permettez que je vous baise les pieds. J'avais d'abord pensé à mettre en exergue « excusez du peu », c'est encore trop, alors j'ai mis « excusez du rien ». Ça a plu. Cette première page toute blanche, avec ces 3 mots en exergue, vous la sauvez de la poubelle. Quelle chance! Comment? Mais qu'est-ce que je lis? La femme de Givre? Quelqu'un a touché à mon titre? Vous, votre assistante ou vos enfants? Ça, je m'en fous. C'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que vous m'avez trahi. C'est dégueulasse. Vous m'avez pourtant affirmé, monsieur mon professeur, que mon titre était excellent. La femme chez Gide. Alors quoi? Qu'on respecte mes compétences. Je suis bonne en titre. C'est vrai, et j'insiste, que j'ai mis comme titre La femme chez Gide. C'est vrai, oui ou non? Non, non pas la femme en jean. Arrêtez de rigoler, c'est pas drôle de soutenir une thèse jetée à la poubelle. Tout ce que j'ai écrit relève en fait du service de la voirie et pas du ministère de l'enseignement. Je m'en fous, mais je tiens à mon titre. La vis comica, chez Chantal Thomas. Non, mais la situation de thèse, c'est vrai que c'est dans les grandes situations masochistes oui. Grandioses. L'attente de Versailles, c'est rien à côté. Oui. Tu en as dirigé beaucoup, des thèses? Moi, pas du tout, non. Toi, pas? Mais tu as assisté ou mais tu as vu? Oui, ça m'est arrivé quand même. Oui. Mais j'en ai tu as pas peut-être dirigé. soutenu toi-même une thèse, à vrai dire. Oui. C'était sur quoi? Sur la femme chez André Gide? Non, mais c'est pareil, d'une façon. C'est sur Juliette et Justine.
Ah oui, donc tu étais déjà dans Je Sade. me donnais les deux chances, masochisme et l'autre côté, Tiens d'ailleurs, avec Roland Barthes. Ouais. Donc c'est tout un programme. Ouais. À propos de masochisme, il y a un autre écrivain qui t'a énormément inspiré, puisque tu lui as consacré un livre, c'est Thomas Bernhard, Ah bah oui, l'Autrichien. oui. C'est Oui. la même famille intellectuelle, tout ça quand même. C'est c'est absolument génial, Bernard. Oui. Oui. Mais c'est cette même. C'est ce comique qui surgit de l'horreur, quoi. Une sorte de comique qui est exactement égale au constat effroyable. Hum. Puis il y a une sorte d'imprécation aussi, enfin Oui, à Bernard, oui. d'interjection d'une violence inimaginable. Oui, avec ça va si loin que ça se renverse en une sorte de déflagration de rire aussi. Oui. Il y a ça dans même. Ouais, tout à fait. C'est l'Autriche. Oui, c'est pas par hasard le pays où est née la psychanalyse. Hein. C'est à la fois la haine de soi, mais aussi la haine des autres, parce que les Autrichiens ont eu le comportement qu'on sait dans les années noires. Et ça se calme pas vraiment. Non, ça peut pas se calmer, c'est sans doute dans l'homo austriacus. Mais non, c'est vrai. Alors, ça c'était quelques textes de théâtre. Bon. Le cinéma, puisque tu écris L'échange des princesses, L'adieu à la reine, Les adieux à la reine, tout ça, ça devient des films. C'est quand même extraordinaire, cette destinée d'une directrice de recherche de du CNRS qui devient scénariste de cinéma. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples antérieurs. Qui a écrit sa thèse soutenue. Oui. Enfin, il y en a peut-être eu, mais peu quand même. Et apparemment, enfin pas apparemment, dans la réalité des choses, c'est devenu un engagement très important pour toi, l'écriture, oui. pour le spectacle, Bah, le cinéma en particulier. Oui, mais c'est avec c'est le prolongement par le film de Benoît Jacot, si beau, que j'ai vu. Cette sorte c'est quelque chose d'autre qui naît et qui est à la fois identique et une œuvre en soi. Et c'est vrai que c'est assez fascinant. Mais puisque tu parles de Jacot, parlons de Casanova. Oui, alors avec Jérôme Beaujour, on vient de faire le scénario d'un Casanova. Et c'est sur un épisode, vous allez croire que je suis complètement obsédée par le masochisme, mais c'est sur l'épisode de Casanova où ça se passe très mal, c'est à Londres. C'est en cours, ça. Enfin, le scénario est écrit. Il est écrit, oui. Mais c'est vrai que en fait, c'est complètement différent de l'écriture romanesque. Hein. Et d'ailleurs, grâce à Jérôme Beaujour, j'ai vraiment appris beaucoup, parce que moi, j'ai tendance à faire des phrases, et il me disait, mais il suffit que tu dis. La personne va tourner la tête vers la fenêtre, c'est pas la peine que tu fasses une tartine. Mais c'est sûr, j'aime les belles phrases, donc j'avais du mal à trouver le bon niveau allusif. On en vient à ce qui est, à ma connaissance, la dernière pièce que tu as écrite avec ton frère Thierry, qui est ici présent, et qui s'appelle Cartésius. Cartésius, c'est le nom latin de René Descartes, la traduction en latin de René Descartes, et qui remonte aux années qu'il a pas... D'abord, on écrivait en latin à l'époque, lui a écrit en français, mais les philosophes, etc., écrivaient le latin au XVIIe siècle. Et par ailleurs, il a séjourné, comme on sait, aux Pays-Bas, puis en Suède, et où là, tout le monde l'appelait Cartésius, ce qui n'est pas sans l'énerver si on en croit le manuscrit de cette pièce. Alors ça, c'est un texte complètement inédit, mais qui ne va pas le demeurer longtemps inédit. Peut-être pourrais-tu nous dire un mot de ce Cartésius, parce que c'est un très bon titre, cela dit. Oui, alors c'est un texte que j'ai écrit avec mon frère Thierry, ici présent, et comme quand on connaît très bien quelqu'un et qu'on a une sorte de lien fusionnel d'enfance, on l'a écrit très joyeusement et d'une certaine façon rapidement. Et c'est en continuité avec un esprit de jeu. Et donc la pièce reprend cette histoire de Descartes cédant finalement à la reine Christine et qui veut des cours de philosophie. Et ça sera fatal, comme vous savez, pour Descartes.
Et donc cette pièce, elle est elle pourrait être sur un registre tragique, puisqu'elle se termine par la mort de Descartes, mais en réalité, non. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as senti, mais non. C'est très très drôle. Et elle est en cours de production, et pour pour la mettre en scène, Lilo Bord, ici présente, serait d'accord, je pense. Et Souhaitons-le. Mais elle est peut-être venue pour te dire que finalement elle renonçait. oui, c'est le coup de théâtre. Et pour jouer la reine Christine, a été contactée Nora Krief. Ah oui, formidable. Qui serait, je crois, Ouais. fantasque et souveraine. Et parce que le très profond ressort douloureux et comique de la pièce, c'est que tout le travail qu'a fait Descartes, qui était d'apprendre à penser à partir de zéro et en refusant les enseignants et les traditions écrites, se trouve face à cette reine explosée. Puisque Christine, qui était une sorte de génie à sa manière, elle ce qu'elle veut, c'est apprendre. Donc il y a une rencontre entre les deux qui est terrible, parce que c'est aussi la rencontre entre la jeune fille forte dans la vitalité, qui peut tout faire, la souveraine, et puis Descartes, qui d'abord ne peut pas être exposé à un froid pareil, et qui se trouve en face d'une sorte de vouloir déjanté qui le terrifie et qui va le tuer. C'est une autre version de la rencontre de la jeune fille et la mort. Elle est la mort aussi. Mais la pièce se déroule en plusieurs cours, plusieurs leçons. Vous avez une idée déjà de l'interprète de Descartes? Je ne sais pas si Est-ce qu'on peut il ne s'agit pas d'être indiscret ou de compromettre quoi que ce soit. Ah, merveille. Ah oui. Donc ça serait peut-être pour la Comédie Française, du coup. Vous y avez quelques entrées, Lilo. Moi, je verrais très bien ça, au Vieux Colombier. Pas vous? Ah si, je trouve que c'est très bien. Parce que c'est une pièce très intimiste. C'est pour ça que je pensais au Vieux Colombier plutôt qu'à Richelieu. Mais non, ça serait très... Mais il y a quelque chose de baroque et près du corps qui est aussi un des motifs, il me semble, qui inspirerait Lilo. Quelque chose dans la gestualité des corps qui est très vital, quoi. Alors, le corps, c'est quelque chose de constant dans ton œuvre, et puis aussi cette distance, et ces distances comiques, puisque les sujets ne le sont pas comiques, mais ton traitement l'est. Hiver 1649. La cabine de Descartes sur le navire qui l'amène en Suède. L'instabilité de plusieurs éléments de décor suggère le tangage. La mer est démontée. Choc des vagues, craquement des mâts, cris des marins. Indifférent à cette agitation, Descartes assis à une petite table, finit de déjeuner. Son valet, Schlüter, est agenouillé. Schlüter, paniqué. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Terrible coup de tonnerre. Et en latin, vous préférez en latin, Pater noster, qui est in caelis, sanctificatur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Descartes. Schlüter, craquement d'un mât qui accroît la panique de Schlüter. Ne nous laisse pas tomber ni succomber, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et sur les océans, sur la Baltique. Schlüter, la prière est une activité par essence privée, secrète, silencieuse. Si tu pouvais prier sans crier, je pourrais, moi, réfléchir aux leçons. Au cœur de la tempête, mais pas exactement une tempête, un grain d'importance, un grain. Un grain? Comment pouvez-vous? Il se signe effaré et reprend sa prière en marmonnant très vite. Descartes récupère du doigt des miettes de pain. Descartes. Lorsque j'ai dormi mes 14 heures d'affilée, je peux tout. Dormir ou ne pas dormir, pour moi, c'est la question. À tel point qu'au collège de la Flèche, lorsque j'avais 5 ans, oui, je sais, monsieur, je sais, les jésuites vous avaient accordé ce privilège unique, le droit de vous réveiller à votre heure. Exactement. C'est intelligent, un jésuite. Il se lève et commence à ranger ses couverts. Si pour quelque raison je dois ouvrir l'œil avant l'aube, je me sens à 1000 lieues de mon cerveau. Il est quelque part, je suis ailleurs, c'est comme si je ne parvenais pas à mettre la main dessus.
Schlüter, voyant que son maître est en train de faire, ce qu'il est en train de faire, se redresse, mal assuré sur ses jambes à cause du roulis. « Ah non, monsieur, non, laissez-moi desservir, ça je ne supporte pas !» Il réussit à saisir l'assiette de Descartes, qui refuse obstinément de la lâcher. « Rangez la table après que monsieur a mangé. C'est ma tâche, c'est mon devoir, vous ne pouvez pas me l'enlever. » Et moi je te dis que ton devoir est de servir, pas de desservir. Et que le mien, en vertu de mon principe d'hygiène de vie, est d'accomplir toutes les tâches que je peux accomplir seul par moi-même. Ça vaut pour l'acte de penser comme pour celui de rincer une écuelle. Mais si par malheur un matin, tôt, très tôt, beaucoup trop tôt, monsieur ne retrouve pas son précieux cerveau duquel a jailli le sublime cogito ergo sum, je pense donc je suis, qui l'aide à chercher. Hein? Qui? Henri Schlüter. Votre instrument de travail, c'est la raison, le mien c'est le torchon. Je pense, donc j'essuie. Schlüter attend l'effet de son mot. Tout d'abord, il ne se passe rien. Puis arrive ce phénomène qui bouleverse le visage de son maître. Descartes sourit. Il cède, il lâche l'assiette et Schlüter peut desservir. Ah, ça fait du bien de rire. Il prend des feuilles manuscrites, s'assoit sur une malle et consulte les feuilles. Si je suis la volonté de la reine, j'ai, première leçon, l'amour, deuxième leçon, le corps. Schlüter. Et pas le contraire? Le contraire, première leçon le corps, deuxième leçon l'amour. À m'en tenir à ma règle d'or, aller du plus simple au plus compliqué, c'est logique. Merci monsieur. Mais Christine de Suède tient à commencer nos entretiens par l'amour. Schlüter vise la table à coups de torchon, mais la manque à cause du roulis. Voix de marin qui crie en suédois. Descartes, ce visage me rajeunit. Je me demande pourquoi j'ai hésité si longtemps. Mais vous aviez de mauvais pressentiments. René Descartes? Se laisser troubler par des pressentiments? Et pourquoi ne pas aller consulter une voyante tant que tu y es? Schlüter. J'y suis allé. Et alors, sa réponse? Tout baigne. Les cris des marins redoublent. Que disent-ils? Descartes traduisant. Embraquer les bras de perroquet. Et de nouveau un ordre en suédois. Gare aux écoutes de perroquet et de cacatois. Larguer l'écoute du phoque. Bon, des ordres normaux, de matelots normalement concernés. Snabber, idioter, ce qui doit vouloir dire bande de crétins, il ne traduit pas, les cris se font stridents, étranglés. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Les cormorans? Ce sont des cormorans? Des cormorans suédois. Ils crient, regardez en bas, ils sont foutus. Ah ça non, les animaux émettent des signaux, ils réagissent, mais ils sont incapables de produire du langage pour exprimer une pensée. Bah, n'empêche, c'est ainsi, il n'y a pas à discuter. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et les étudier pareillement. Puisque nous sommes confrontés à une turbulence marine, profitons-en. Tout à l'heure, nous irons sur le pont étudier les questions suivantes. 1. À quel rythme les vagues se succèdent? 2. Pourquoi l'écume se sépare de la vague? 3. Quel volume maximum peut atteindre une vague sans perdre sa forme distincte? En attendant, reprenons l'expérience de l'arc-en-ciel. Comment, d'une goutte exposée à un rayon de lumière et observée à la loupe, reconstituer le phénomène de l'arc-en-ciel? J'adore cette expérience, Schlüter. Presque autant que celle du morceau de cire. Ah, le morceau de cire, je m'en ferais crever. Je pourrais voir 1000 fois l'expérience que je crierais encore, encore. J'ai tout résolu, sauf cette question. Pourquoi l'arc-en-ciel apparaît cornes en bas? C'est très très drôle, cette pièce. Et on l'a écrit, c'est vraiment la philosophie de Descartes. Oui, sans doute. Toutes ces questions. Mais c'est une philosophie souriante. Enfin, en tout cas, telle que traitée par vous deux. Oui. Puis enfin, contrairement à Descartes, c'est très compréhensible. Non? Non, parce que le discours de la méthode, il faut quand même se le faire. Il a fallu tout relire quand même. Hein. Oui. Et justement, toutes ces expériences. Bon, oui. Non, c'est absolument épatant. Puis alors, vous n'hésitez pas de temps en temps devant l'anachronisme. En tout cas, dans la langue. Ça, c'est plutôt Thierry qui est audacieux là-dessus. Oui, on entend des... et Dieu dans tout ça. Hein? Radioscopie, Jacques Chancel. Ah, je ne pensais pas. Ah, bah si. Ah, oui. Oui, si. C'est des choses comme ça qui sont... Mais c'est beau aussi d'arriver à mettre en scène la pensée de quelqu'un. Et quelqu'un pris au piège de sa seule faiblesse qui était d'aimer les reines. Je sais pas. Après tout ça. Mais il lui arrive exactement, il a ce faible que j'avais jamais pensé. Descartes, c'est toi. Bon. Il résiste sur tout, mais la demande d'une reine, non, il n'a pas pu. C'est extraordinaire.
Alors, vous avez... C'est extraordinaire. Ouais. Le personnage de Christine de Suède, euh, on a gardé, nous, le souvenir de Greta Garbo, mais bon, vous en faites tous les deux une femme tout à fait belle, assez... Belle. Ah bah oui, enfin, Étrange. étrange, attirante quand même. Et elle attire littéralement, elle le drague même à un certain moment, puisque d'ailleurs elle se dévait devant lui d'une façon tout à fait très, très provocante. Et Très puis, nordique. bah, je sais pas, mais en tout cas très provocante. Parce que, et, et quand je disais l'anachronisme, à un moment, l'un des personnages grignote du vasa, tu sais, cette espèce de biscotte suédoise faite avec des Ah, ça grains. c'est Thierry. Non, Oui, c'est oui, pas mais c'est moi. très bien, mais moi j'ai absolument rien contre. Ça ne me gêne en aucune manière. Et puis vous avez une idée, alors est-ce qu'elle est inventée par vous ou est-ce qu'elle a une trace historique? Elle prohibe l'usage des miroirs à un moment. Euh, C'est vous qui avez inventé je ça? je sais plus. Tu te souviens Ça, je plus? sais plus. Oui, 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 oui. non, parce qu'elle estime que on peut pas. Voilà ce qu'elle dit. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà vu une femme nue? Vous, monsieur, vous avez déjà vu ce qui s'appelle une femme nue? Sans colifichet, ni ruban, ni volant, sans robe, en forme de cloche? Qu'est-ce que vous en avez pensé? À supposer que vous étiez encore en état de pensée. Ne me dites pas que vous avez engagé la conversation. Une femme, ça se réfléchit. Ça ne réfléchit pas, ça se mire dans les miroirs, les gobelets en étain, les culs de casserole, n'importe quoi qui brille. Je viens de faire condamner les miroirs dans ce palais par décret. Bientôt je les ferai interdire dans toute la Suède. On verra des feux, la nuit de la Sainte-Christine, des grands feux dans lesquels mes sujets viendront jeter leurs miroirs en rigolant comme des bossus. Descartes. Non. En cas de récidive, nous pousserons les coupables du crime de coquetterie dans le brasier, ligotés à leurs miroirs. Ils sont ainsi condamnés à brûler et à se voir brûler. Non. Et pourquoi non? Ça ne se peut pas. Tout simplement pas. Les miroirs, si tant est qu'il y en ait beaucoup dans les chaumières de votre doux pays, ce qui reste à démontrer, les miroirs ne se consument pas. Et pas davantage du reste, la vaisselle en éteint. Et ça, c'est démontré, par A plus B. Comme est démontré de manière irréfutable le fait que l'eau bouillie gèle plus vite que l'eau froide. C'est ainsi. Nous n'y pouvons rien, ni vous ni moi. Les miroirs résistent aux incendies. C'est lié à la composition du verre. Ceci dit, édicté, ne vous en privez pas, édicté, je n'y vois pas d'objection. Pas doute que celle-ci, ce décret est inapplicable. Strictement inapplicable. Le bois, oui, bien sûr, il flambe, vous pourrez foutre le feu à toutes les forêts de votre royaume, et aux chaumières contenues dans ces forêts, et aux paysans dans ces chaumières, mais les miroirs, mais laissez dire, monsieur, quelle importance. C'est très léger, c'est très ductile, et en même temps, effectivement, on a le sentiment que vous avez étudié Descartes tous les deux, pour en faire quelque chose de plausible, philosophiquement parlant. On n'aurait jamais trouvé tout seul que l'eau bouillie Oui. gelait plus vite Oui, que l'autre. ça, Jamais. oui, personne ne sait ces choses-là, c'est vrai. Personne. Hein. Non. Et il y a une chose formidable aussi, vous en avez fait une espèce, j'allais dire de surhomme, excusez-moi, de surfemme. Cette expression n'est pas encore reçue par l'Académie, ça viendra. Parce qu'elle est infatigable. Elle est d'une énergie en toute chose. En revanche, elle est vierge. C'est la reine vierge, comme Élisabeth d'Angleterre. Mais peut-être Thierry veut dire 2 mots. Qu'est-ce que tu dis de tout ça? Oui. Mais oui, puisque vous terminez par... oui, dis. Mhm. Oui, mais Nora Krief n'a pas 70 ans. Ouais. Oui. Mais elle est vierge. Enfin, elle était. Si mon intérêt pour Christine de Suède, elle vient d'une préface qu'on m'avait demandé pour Payot. Lydia m'avait demandé, Lydia Breda. Et c'était les maximes, c'est les maximes de Christine de Suède qui sont extraordinaires. Elle a écrit ses propres maximes et elle a commenté les maximes de La Rochefoucauld. Mais vous en donnez lecture d'un certain nombre de ces maximes. Voilà.
Voilà. La pièce se termine de la manière suivante. Elle écrit pourquoi c'est. Non, Descartes dit pourquoi dit-on que les Grecs ont tout inventé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé? Que deviennent les braises quand le feu s'éteint? Combien y a-t-il de monde? Pourquoi l'eau des rivières ne remonte jamais vers la source? Qu'est-ce que la lumière? Quel est le goût de l'orange? Qui est Dieu? Qu'avez-vous écrit? Après qui est Dieu? Dernière réplique de Christine. Qui est Dieu et qui ne l'est pas? Noir ou rideau? C'est magnifique ça. Oui. Bon, dis donc, alors on va voir ça quand? Hein, Lilo, ça c'est pour quand, ça, à votre avis? Dans le meilleur des cas? Oui, mais c'est comme ça au théâtre. C'est dans très peu de temps, ça est dans 1 an et demi. Enfin, oui, oui. Mais écoutez, c'est tout ce on se le souhaite à tous et à toutes. Hein. Je vous assure, c'est un texte formidable, complètement inédit. C'est la première fois, je pense, que tu en parles. Et on est très, très, très heureux de terminer cet entretien sur cette pièce, parce que c'est vraiment, alors pour le coup, c'est ni une adaptation, ni une variation. Ça a été écrit pour la scène par vous deux. Et c'est tout à fait magnifique. Et puis, comme toujours dans ce que tu écris, il y a énormément d'humour. Ça n'empêche pas la gravité. Et oui. On va boire un coup. Oui. Merci Chantal. Merci Olivier. Merci. Oh,